Je vous propose de commencer ce conseil et de désigner Madame Magnier comme secrétaire. Si vous n'y voyez pas d'opposition, je lui laisse la parole pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniès. Présente. Madame Annabelle Villers. Présente. Monsieur Rudy Bardy. Présent. Madame Colette Fauveau. Présent. Monsieur José Enrard. Manie Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl. Présent. Madame Anne-Marie Delcroix. Présente. Monsieur Raymond Demery. Madame Thérèse Louvion. Présent. Monsieur Bernard Scribzac. Présent. Monsieur Patrick Van Lede. Pouvoir à Madame Magnier. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Présent. Madame Nathalie Onis. Présente. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Présent. Madame Naïma Oud. Elle a le pouvoir à David Aumont. Mais David Aumont, il arrive en retard. D'accord. Madame Magali Potel. Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Michael Lefebvre. Pouvoir à Monsieur Scribzac. Monsieur Scribzac, les téléphones sont interdits pendant le conseil. On va mettre une corbeille. Donc je répète. Monsieur Michael Lefebvre. Présent. On va pas y arriver. Monsieur David Aumont, donc il va arriver. Monsieur Enrico Boticchio. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Arambin. Monsieur Joris Duzocchi. À qui? Merci. Monsieur Stéphane Gajeski. Monsieur Maxime Potel. Madame Lucette Vanesse. Merci. Merci Madame Magnier. On passe au procès-verbal du conseil municipal du 5 décembre dernier. Y a-t-il des commentaires ou des choses à redire sur le dernier conseil? Rien du tout. Il est donc... Moi, j'ai quelque chose à dire. J'ai donc transféré à Monsieur Joris Duzocchi la réponse au sujet de l'école de musique, du remplaçant. Donc, Monsieur Duzocchi a bien été avisé qu'effectivement, on n'a pas d'appel d'offres à faire pour le poste. D'accord. De Monsieur Ego. Très bien. Merci Madame Magnier. On adopte le procès verbal. Vous avez eu en main la liste des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil. Y a-t-il des demandes d'information ou des spécificités sur ces listes de décisions? Pas de commentaires. Elles sont donc adoptées. Et donc on va passer au conseil municipal et au premier point de ce conseil municipal qui est le débat d'orientation budgétaire. Alors, vous avez tous eu dans vos papiers l'ensemble du débat d'orientation budgétaire. Et donc, je vais me permettre ici de faire une synthèse pour ce conseil qui amènera, je n'en doute pas, de la discussion. Donc, le débat d'orientation budgétaire, je le rappelle, a vocation à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif de la collectivité. Ce débat d'orientation budgétaire n'a aucun caractère décisionnel. Il est obligatoire dans les communes, les EPCI et les syndicats de plus de 3500 habitants. Voilà, juste un petit rappel sur le projet de loi de finances 2025, qu'on a bien du mal à avoir. La création d'un nouveau fonds de réserve pour les finances locales, mesure ayant pour objectif de faire contribuer les collectivités au redressement des finances publiques. Tout le monde le sait, ça passe aux infos toute la journée, donc on est au courant. Il existe néanmoins des exonérations à cette mesure, et notamment les 250 premières communes éligibles à la DSU en N-1, dont Fresnes-sur-Escaut. Sur l'évolution des dotations, la DGF du bloc communal est quasi stable. On a des prélèvements sur les recettes au profit de la dotation globale de fonctionnement. Les dotations de péréquation, on a un abonnement quasi stable pour 2025.
Et puis, on va très vite voir l'ensemble de nos dotations pour se rendre compte que dans la globalité, on est à peu près, voire quasiment sur les mêmes chiffres, à l'exception de la dotation de solidarité urbaine qui augmente un tout petit peu. Signe quand même de la fragilité de notre population, puisque quand une dotation de solidarité urbaine augmente, c'est que la fragilité de la population est de plus en plus importante. Voilà, un petit résumé de 2024. Sur les produits fiscaux, les taux 2025 ne sont pas amenés à changer pour la part communale. Et un état de la dette actuelle, l'état de la dette au 31/12/2024 pour la ville de Fresnes-sur-Escaut s'élève à 5 092 496,51 €. Le niveau d'endettement, l'encours de la dette au 31 décembre est de 5 092 497 €. Le ratio de désendettement en 2024 est de 5 ans. Sur les épargnes, on a retrouvé une épargne nette équivalente à peu près à celle de 2022 grâce à un gros travail des services sur les dépenses de fonctionnement d'une part, mais également sur l'optimisation des recettes de fonctionnement. On le verra tout à l'heure, on a plusieurs choses qui sont arrivées, une régule en électricité, un remboursement d'assurance au quartier et des ventes de terrain. Vous voyez donc que l'effet ciseau qui l'année dernière se rétrécissait de plus en plus se détend avec le résultat de 2024 qu'on a obtenu. Alors, sur le fonctionnement, sur les charges à caractère général, on peut remarquer que la dépense a été moindre que l'année dernière. Donc sur le chapitre 11, on a des dépenses à hauteur de 2 357 000 €. Sur les charges de personnel et les frais assimilés, on a une légère augmentation évidemment. Je ne vous dis pas, je ne vais pas encore répéter tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette augmentation. On a eu les augmentations normales, on a eu la prime de précarité, on a décidé d'attribuer une aide aux agents pour la complémentaire santé, pour la complémentaire prévoyance, et puis on a subi le cours traditionnel de toute l'augmentation des indices de points, etc., qui ont engendré cette augmentation. Sur les charges de gestion courante, on est en diminution cette année au chapitre 65. Ensuite, sur les intérêts de la dette, bon, c'est la suite logique, ils baissent cette année. Et rien d'autre de spécifique, à part vous dire que le total des dépenses réelles de fonctionnement s'élève aujourd'hui à 7 897 952 €. On a augmenté légèrement nos dépenses globalement de 80 000 €, soit 1,04% du budget global de fonctionnement, ce qui est quand même, avec l'inflation et toutes les mesures qu'on a eues, un bel exploit, et je félicite l'ensemble des services, bien évidemment les services financiers qui sont ici présents et qui suivent de près le fonctionnement de la commune, mais également l'ensemble des autres services, puisque s'ils n'avaient pas eu cette rigueur budgétaire eux-mêmes, on n'arriverait pas à un tel résultat. Donc malgré l'inflation qui est importante en 2024, les dépenses restent bien maîtrisées. Sur le personnel présent à la fin de l'année 2024, nous avons un total de 116 contrats. On est en légère baisse par rapport à l'année dernière. Cette baisse est liée directement à la baisse des contrats aidés. Donc, on arrive donc aux recettes de fonctionnement. Sur les recettes de fonctionnement,
On a les recettes habituelles. Les produits des services, c'est ce que les Fresnois payent. Les produits des taxes directes à hauteur de 3 767 000 euros. On a également l'attribution du fonds de compensation. On a les dotations qui sont là. Voilà. On a juste une ligne où on a une diminution. Aide-moi, je me rappelle plus. Non, sur la fiscalité. Voilà, sur la ligne, sur le chapitre 73, puisque on a eu une baisse qui sera compensée l'année dernière, puisque c'est la compensation sur la fermeture d'entreprise sur le recalcul des bases. Concrètement, c'est quand l'entreprise Amondonte a quitté les lieux et qu'elle a été remplacée par Nidaplast. À cette époque-là, il y a eu un recalcul de toutes de tous les impôts fonciers, et donc il y aura une compensation en 2025. Voilà sur les recettes de fonctionnement. Ensuite, on a les produits de cession d'immobilisation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que on a eu à peu près, si je ne m'abuse, mais tu vas me corriger, 200 000 en électricité qu'on voit apparaître. C'est les 203 000, 100 000 en électricité, pardon, les 107 147. Ensuite, on a eu les remboursements d'assurance avec le quartier. Et ensuite, on a eu la vente des terrains. Voilà. Et donc, au total, on a des recettes de fonctionnement à hauteur de 9 250 200 euros. Alors, je note quand même que les recettes liées aux produits des services, les produits des services, c'est tout ce qui est régie jeunesse, cantine, CLSH, régie de location, droit de place, sont estimées pour l'instant à 210 000 euros. Elles devraient arriver à hauteur de 224 869 € à la clôture des comptes. Elle représente uniquement 2,43% des recettes de fonctionnement. C'est quand même un chiffre qui est assez important. Ça veut dire que les Fresnois et les Fresnoises ont une qualité de service au niveau des services publics qu'ils payent très peu. Et ça nous invite aussi à poursuivre notre chemin, puisque je vous l'ai dit au préalable, notre DSU augmente, ça veut dire que les Fresnois sont de plus en plus fragiles. Donc on maintiendra ce cap pour soutenir les Fresnois dans la difficulté en ce moment. Toujours sur le bilan 2024, je vais passer à l'investissement. Sur les dépenses d'investissement, on a un tableau qui présente l'évolution des dépenses d'investissement. Donc en dépenses d'équipement, c'est tous les travaux, on a dépensé 2 973 125. Et puis en dessous, vous avez le remboursement habituel du capital à hauteur de 503 659. Et donc on a un total de dépenses réelles d'investissement à hauteur de 3 476 784. Sur les recettes d'investissement, on a le FCTVA de 939 130 qui ne sera pas grévé. 239 000, qu'est-ce que j'ai dit, 900 239 130 €, il ne sera pas grévé. On avait une première annonce du gouvernement qui disait qu'il y aurait une baisse du taux de FCTVA. En fait, il n'y en aura pas et il sera maintenu à la même échelle, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, puisque vous le verrez dans la suite de l'exposé. Nous allons lourdement investir en 2025 et 2026 et par conséquent, la TVA étant toujours calculée, le FCTVA étant toujours calculé sur les années précédentes, c'est important pour nous que ça ne baisse pas. Voilà. Et puis sur la ligne des recettes d'investissement, vous avez les subventions perçues liées au PPI. Elles s'élèvent à
1 215 359 €. Attention, il ne s'agit ici que de la partie des subventions qu'on a reçues. C'est-à-dire que, en général, quand on reçoit une subvention, il y a une avance qui est faite et ensuite on reçoit le solde. Là, dans les 1 215 359, il s'agit essentiellement des avances qui nous ont été faites. Alors sur ces recettes, ce que l'on peut dire, c'est qu'elles sont constituées principalement des ressources propres, donc notre autofinancement, les cessions d'immobilisation, qui sont des recettes ponctuelles, le FCTVA, je viens d'en parler, qui est en corrélation avec les investissements réalisés, et puis la taxe d'aménagement, qui est également fluctuante. On a aussi des ressources externes, bien évidemment. Ce sont des recettes de subventions liées aux opérations, mais qui enregistrent un décalage par rapport au paiement. Donc, de manière générale, se confirme un décalage de plus en plus important entre les demandes, la notification, quand on reçoit le papier comme quoi notre demande de subvention elle est attribuée, et le versement de cette demande de subvention. Donc, à cet égard, il serait envisageable de prévoir une ligne de trésorerie pour pallier à ce décalage, puisque nous ne pouvons pas continuer dans les conditions actuelles à être la banque d'autres financeurs. Voilà, en tous les cas, pour la partie bilan 2024. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Non? Ou après, peut-être, en fin d'intervention? Ok. Donc, je vais passer à la prospective. Sur les orientations. Donc, vous le savez tous, on est dans un contexte de déficit public très élevé. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de se projeter en 2025. Et donc, il va falloir faire un nécessaire travail d'optimisation en section de fonctionnement afin de maintenir un niveau d'épargne satisfaisant. L'ampleur des efforts à fournir sera déterminée en fonction du volume des investissements prévus au PPI, plan pluriannuel d'investissement, et des mesures financières décidées par le gouvernement pour équilibrer les comptes publics. Par conséquent, la construction du budget 2025 sera guidée par les principes d'orientation suivantes. Le maintien du niveau et de la qualité de service au public accessible à tous, sans augmentation des impôts fonciers. La recherche d'une maîtrise des coûts de fonctionnement au maximum, sachant que les augmentations des charges de personnel dues à des évolutions exogènes est inévitable. On nous a déjà annoncé une augmentation de 3,5 pour la CNRACL, je crois. La poursuite de l'accompagnement des politiques socioculturelles, éducatives, environnementales et de sécurité. Le maintien du soutien à nos associations, malgré les contraintes financières. Le maintien d'un niveau d'investissement suffisant pour l'élaboration du cadre de vie, la transition écologique, la maintenance et l'amélioration du patrimoine. Et enfin, la stabilisation des charges à caractère général comme en 2024, qui est de toute façon incontournable. Excusez-moi. Donc, dans un contexte national de plus en plus contraint, la ville souhaite néanmoins poursuivre un programme d'investissement. Les dépenses d'investissement proposées au BP 2025 seront d'environ 8 millions d'euros. Sur les grandes caractéristiques du BP 2025, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition communaux. On a une population stable et on poursuit le programme d'investissement. Sur nos projections, d'abord sur les grandes masses financières. On remarque qu'en recettes de fonctionnement, on est dans la stabilité, on prend le minimum de ce que l'on sait que l'on va recevoir. Ensuite, sur les dépenses de fonctionnement, on est sur une maîtrise de ces dépenses de fonctionnement comme on l'a été sur l'année 2024. Ensuite, sur les recettes d'investissement, elles intègrent les 6 532 965 € que vous voyez, intègrent les restes à réaliser, les recettes notifiées et l'emprunt.
Et enfin, sur les dépenses d'investissement, on se réfère au PPI que je vais vous présenter en fin d'allocution. On constate que 2025 est fortement investi par les investissements et l'inflation que nous subissons engendre une hausse des dépenses de fonctionnement. Toutefois, il faudra continuer à maîtriser ces dépenses de fonctionnement. Sur l'évolution des épargnes, comme on se place dans le cas où on est le plus défavorable, elle baisse. À nous de faire en sorte que, comme en 2024, on fasse les efforts nécessaires au niveau du fonctionnement pour qu'on n'arrive pas à l'effet ciseaux qui se croisent. On le verra tout à l'heure. Sur le fonds de roulement et le résultat prévisionnel, même en prenant la situation la plus minime, on garde un fonds de roulement de 5 mois de trésorerie et la Cour régionale des comptes en préconise 2. Donc on est plutôt dans la bonne direction. La fiscalité directe, la commune, je l'ai déjà dit, ne prévoit pas d'augmentation du taux des taxes foncières. Sur la section de fonctionnement, vous avez 2 tableaux, un tableau chiffré et un tableau en graphique. Et donc, vous le voyez, on vise bien évidemment la stabilité. Le graphique représente la répartition des dépenses de fonctionnement avec une stabilité contenue dans les années à venir. Sur les recettes de fonctionnement, on est sur un scénario de stagnation des dotations de la fiscalité. Vous le voyez dans le petit tableau qui est affiché en dessous. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est nécessaire qu'on maîtrise nos dépenses de fonctionnement puisque, comme l'année dernière, on prend les situations les plus pessimistes. Et si on va dans l'optique d'une situation des plus pessimistes, l'effet ciseaux se rapproche. Et donc, dans la prospective des années à venir, tout comme pour la rétrospective, tout sera mis en œuvre pour préserver à minima la stabilité de notre capacité d'autofinancement et tendre à la renforcer afin de détendre cet effet ciseaux. C'est ce qui s'est produit et c'est ce que vous avez vu dans le bilan 2024. On a sorti un résultat positif qui nous a permis de détendre l'effet ciseaux. Ici, on part sur le prévisionnel 2025 avec des chiffres qui sont prudents puisqu'on prend tout vraiment au minimum. Et donc, comme on prend tout au minimum, on a cet effet ciseaux qui revient. Si on travaille de la même manière que celle dont on a travaillé l'année dernière, il n'y a aucune raison que l'année prochaine, on n'ait pas un effet ciseaux qui se détende comme on l'a eu cette année. Voilà. Sur la section d'investissement et les recettes d'investissement, des incertitudes plus grandes pèsent sur les dotations d'investissement, car si les fonds comme la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, restent inchangés dans le plan de financement de 2025. Le fonds vert, lui, va diminuer de 1 milliard d'euros. Je rappelle à tout le monde que l'année dernière, nous avons eu des subventions importantes dans le cadre du fonds vert. Le FCTVA, j'en ai parlé tout à l'heure, cette recette est directement liée à la récupération de la TVA des investissements engagés l'année précédente. Donc en 2025, elle est maintenue à 16,15% pour un montant donc estimé à 320 000 euros et qui s'élèverait en 2026 à 441 509 €, puisque nous avons prévu une année 2025 forte en investissement, ainsi que une année 2025 où on est encore sur des investissements conséquents. Les subventions perçues, ce sont les subventions versées par les différents partenaires, la région, le département, la communauté d'agglomération, l'Europe, et elles servent à financer notre plan pluriannuel d'investissement. Sur la taxe d'urbanisme, la recette, on l'a stabilisée pour les années 2024, 2025, 2026 parce qu'on n'a pas de lisibilité sur ce qui va se passer. Pour les emprunts, l'emprunt que l'on avait prévu en 2022 sera donc contracté cette année.
En même temps, on contracte en 2025 un emprunt de 2 millions d'euros, mais nous avons un emprunt de 1 million d'euros qui a été contracté en 2007 auprès de la Caisse d'épargne et qui va arriver à son terme en avril 2026. Sur cet emprunt, à ce jour, il nous reste 108 091,72 € à rembourser. Donc si on prend un peu la montée de l'emprunt, on peut se dire qu'en 2025, sur le taux d'endettement, on va avoir un bon, puisqu'on va faire un prêt de 2 millions d'euros, mais que tout de suite en 2025, on va redescendre et retrouver une moyenne tout à fait correcte. En 2026. J'ai dit 2025 ? Pardon. En 2026. Sur les dépenses d'investissement, les dépenses d'investissement 2025 et 2026, je vous l'ai dit, seront des années importantes en matière d'investissement. Et donc, le programme pluriannuel d'investissement et son financement, voilà ce que l'on prévoit sur l'année 2025. Alors, on a des acquisitions foncières à hauteur de 710 000 €. On a les travaux du centre social à hauteur de 175 312 €. On a une maîtrise d'œuvre pour la toiture du château du parc à hauteur de 100 000 €. On a bien évidemment les restes à réaliser de l'année dernière. On pourra y revenir si vous le souhaitez. On a la liste. On arrive à la fin de l'éclairage quasiment à la fin de l'éclairage public, puisque on avait fait le choix de passer l'ensemble de la ville en LED. David vient d'arriver, il est 19h. On a une maîtrise d'œuvre aussi pour l'église, qui est prévue en 2025. On a notre entrée de ville. Si on avait la réponse, je croiserais bien les doigts pour qu'on ait la réponse, mais je ne sais pas si on a eu des nouvelles ce matin. Hier, on avait une réunion qui prévoyait de façon positive des débuts de travaux en avril, et ça serait bien, puisque ce dossier date des années et des années. Ensuite, vous avez l'école Pasteur et l'école Langevin. Ce sont les dotations en fonds verts qu'on avait eues l'année dernière à 80%. Et donc, ce qui est inscrit, c'est les 20% qui restent. On a la fin de l'extension du cimetière, 170 000 €. On a notre gare à hauteur de 4 040 000 €. La rue Gambetta, qui sera faite cette année. On a eu une réunion publique hier à hauteur de 615 000 €. On a une subvention d'équipement à hauteur de 80 000 €. Ça doit être un résidu de ce qu'on doit à l'agglo sur les opérations de la cité Hardy-Ballanger. Et puis le terrain de foot et les activités scolaires à hauteur de 51 836 € et de la voirie sur le marché à bon de commande à hauteur de 100 000 €. Ce qui nous fait, en dépenses prévues au PPI pour l'année 2025, 7 384 496 €. Je vous avais annoncé tout à l'heure environ 8 millions d'euros. On est un peu plus proche des... Ah, il n'y a pas l'emprunt. Ok. Donc on est dans les 8 millions si on rajoute l'emprunt. Sur les restes à réaliser en dépenses 2024, les restes à réaliser s'élèvent à 4 980 718 €. On fait un petit zoom là-dessus pour savoir ce qu'il nous reste à réaliser. Donc en reste à réaliser, on a les acquisitions qu'on n'a pas fait, une partie des acquisitions qu'on n'a pas fait l'année dernière. On a une partie de la rénovation du centre social. On a les écoles Pasteur et Langevin, je l'ai annoncé. L'église, l'entrée de Soult, je l'ai dit. Le château Renard, l'extension du cimetière, la gare, la rue Gambetta, le stade Passevent, le PNR 4 de la rue de l'Escaut et Hardy-Ballanger où il y avait encore un solde. Voilà sur les restes à réaliser.
Et sur les principaux donc financeurs, puisque quand on parle de dépenses, il faut essayer de trouver du financement, sur les principaux financeurs du PPI, vous avez un petit tableau qui reprend... Pardon ? Oui, c'est page 39 du dossier, si vous voulez, qui reprend donc les différentes subventions qui sont annoncées. La caisse d'allocation familiale, c'est dans le cadre du centre social. La DRAC, c'est dans le cadre de notre renaturation de la gare. Et puis, un prévisionnel sur la région. Voilà un peu les grandes lignes de ce débat d'orientation budgétaire. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que depuis 2020, les collectivités locales et donc la ville de Fresnes ont dû adapter les conditions de leur gestion pour assurer la continuité des services rendus aux citoyens, car elles ont eu à affronter une succession de crises. Nous avons eu la crise sanitaire qui a nécessité la mise en œuvre de mesures de protection sociale. De protection sanitaire, pardon. Nous avons eu la crise économique avec l'explosion des prix. Nous avons eu la crise financière avec la remontée brutale des taux d'intérêt. Nous avons eu la crise de recrutement avec une perte d'attractivité des métiers locaux. Nous avons eu la crise politique, aggravant les défauts de visibilité des lois de finances. Nous avons aussi le bouleversement de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d'habitation et bien évidemment la prise en compte du réchauffement climatique. Alors dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les résultats financiers des 5 dernières années soient atypiques et difficiles à interpréter. La période qui correspond au mandat actuel n'est similaire à aucune autre. Les communes ont toutes connu une croissance marquée par leurs dépenses courantes, mais les ressources fiscales ont pu atténuer les effets sur les autofinancements. Selon les estimations, l'autofinancement devrait diminuer en 2024 dans toutes les catégories de collectivités et le ralentissement de l'inflation ne se faisant pas encore sentir dans tous les domaines et la dynamique fiscale n'étant pas au rendez-vous en dépit d'une légère reprise de croissance. Ce sera également le cas pour notre commune à Fresnes-sur-Escaut. Et donc, ça se traduira par un besoin de financement plus important que les années précédentes. Notre commune bénéficie toutefois de marge de manœuvre pour avoir un endettement tout à fait raisonnable. De fait, sa situation financière reste saine et nous poursuivons notre route et nos efforts et nous sommes dans un budget prudent. Voilà ce que j'apporte au débat pour ce débat d'orientation de l'année 2025. Y a-t-il des interventions, des questions ? Monsieur Boticchio, je vous laisse la parole. Merci Madame le maire. Chers collègues, bon, avec ce robe, je vais quand même faire quelques remarques concernant le bilan 2024. En apparence, une gestion stable, mais déjà fragilisée. Les finances générales, une vision à court terme qui masque les tensions à venir. Pas d'effet ciseau en 2024. Les recettes de fonctionnement progressent de 8,52%, tandis que les dépenses restent contenues à plus 1,04%. L'encours de la dette baisse de moins 9% et ne comporte aucun emprunt à risque. Cette baisse est temporaire et sera remise en cause dès 2025. L'épargne brute progresse légèrement, 11,39%, mais sans garantie de maintien à ce niveau en 2025. Nos points de vigilance. La hausse des charges de personnel, plus 4,85%, est marquée par les effets du point d'indice, des revalorisations statutaires et des primes. Cependant, aucune mesure de contrôle des dépenses n'a été mise en place pour anticiper cette hausse structurelle. De même, le recrutement de nouveaux agents, sans redéploiement des effectifs actuels, interroge sur la capacité à financer ces emplois à moyen terme. L'augmentation des dépenses d'investissement, plus 14%, avec des projets d'aménagement reposent en grande partie sur des subventions. Cependant, si ces subventions sont retardées ou annulées, la commune devra compenser par de l'endettement ou des coupes budgétaires. Certaines recettes fiscales sont en baisse, notamment la taxe foncière bâtie, moins de 32%, le FPIC, moins de 55%, alors que les dépenses augmentent.
Cette tendance met en péril l'équilibre budgétaire futur si elle n'est pas compensée. D'où les interrogations pour ce 2024. Comment la commune anticipe-t-elle le retard des subventions et son impact sur la trésorerie? Quels efforts sont envisagés pour contenir les hausses de charges de personnel? Si l'épargne brute baisse en 2025, quelles seront les conséquences sur la capacité d'investissement? Et une petite remarque, pourquoi les bases foncières bâties, non bâties restent figées à 63 301 € alors que la revalorisation des bases fiscales est annoncée? C'est la page 27, c'est une petite remarque. Concernant la projection 2025-2026, une trajectoire préoccupante. Effet ciseaux en 2025-2026, les problèmes détectés. Les recettes de fonctionnement baissent de 7,05% en 2025, moins 0,79% en 2026, principalement en raison de la stagnation des dotations et du ralentissement des bases fiscales. Les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter, plus 0,21% en 2025, plus 3,49% en 2026. L'effet ciseau s'installe durablement et pourra mener à des décisions difficiles, hausse d'impôts, coupe dans les services publics ou recours à l'emprunt. La dégradation de la capacité d'autofinancement. L'épargne nette devient négative dès 2025, moins 7 983 €, et chute encore en 2026 à moins 233 975 €. L'épargne brute diminue de moitié en 2025, moins 49%, et continue à se réduire en 2026 à moins 34%, avec un taux d'épargne brute de 3,97%, bien en dessous du seuil de sécurité habituel, qui est de 8 à 10%. À ce niveau, la commune ne peut plus financer ses investissements sur ses ressources propres et devient dépendante des emprunts. Une épargne négative signifie qu'à partir de 2026, tout nouveau projet nécessitera soit un emprunt supplémentaire, soit des réductions de dépenses drastiques. La hausse des charges et impact sur le fonctionnement. Les charges de personnel augmentent sans stratégie claire d'optimisation des effectifs. Les nouvelles embauches, police municipale, DPE, référent énergie, représentent un coût fixe supplémentaire sans mesure compensatoire. Si cette tendance se poursuit, des restrictions budgétaires seront inévitables d'ici 2026. Des investissements à haut risque. Le budget d'investissement bondit à 7,9 millions d'euros en 2025, plus 127%, mais repose en grande partie sur des subventions incertaines. Si ces subventions ne sont pas obtenues ou versées avec retard, la commune sera contrainte de s'endetter davantage ou d'abandonner certains projets. Les acquisitions foncières, 280 000 € pour Maison et Cité, 250 000 € pour la rue Zola, sont-elles réellement prioritaires? Ces dépenses ne sont pas justifiées dans un contexte où l'épargne nette devient négative. Le schéma directeur des installations sportives manque de précision sur son financement. Un projet mal chiffré aujourd'hui peut devenir une charge budgétaire insoutenable demain. Nos questions? Comment la commune compte-t-elle redresser son épargne négative en 2025? Quels sont les scénarios en cas de non-obtention des subventions prévues? Pourquoi ne pas lisser les investissements pour éviter un endettement massif en 2025? Et existe-t-il un plan d'économie sur le fonctionnement pour réduire l'effet ciseau? Et la conclusion pour ce ROB, le ROB 2025 traduit une gestion budgétaire qui mise sur des financements incertains et une augmentation continue des charges. L'effet ciseau combiné à une baisse de l'épargne et une explosion de l'endettement en 2025-2026 place la commune sur une trajectoire risquée. Des ajustements seront faits dès 2025 pour éviter des mesures drastiques en 2026-2027. Sans réajustement, le risque d'un blocage financier dès 2026 est réel. Il est urgent que l'exécutif municipal adopte une approche plus prudente et réaliste. Merci. Bien. Vous avez été rapide, donc j'ai pas pris note de tout, mais je vais quand même répondre globalement. Vous allez directement à l'encontre de tout ce que j'ai énoncé, puisque vous contrecarrez l'ensemble des points que j'ai énoncés. Je vous dis que le bilan de 2024, vous me dites que le bilan de 2024 est stable, mais fragile. Je n'ai jamais nié ça. J'ai dit simplement que en termes de recettes de fonctionnement, on avait été très rigoureux, voilà, merci de m'aider dans mes propos. Et donc, on l'a quand même noté, puisque le budget de fonctionnement augmente légèrement
de 80 000 euros, 1,04. Je souhaite qu'on aille un peu lire les budgets de l'ensemble des communes pour voir si des bilans comme ça se font. Sur la baisse sur le personnel, vous me dites qu'on ne prend pas de mesures pour le personnel et qu'on engage d'autres mesures. Effectivement, on a répondu aux attentes de la population qui criait à corps et à cri, et je pense que vous en faisiez partie, sur la création d'une police municipale. Tout le monde était d'accord sur ce sujet. On l'a voté en conseil municipal de manière unanime. Pardon ? Ah non, non. Alors, là, vous repartez de loin, monsieur Zaramba, parce que... D'accord. Alors, je réponds. Une décision du sous-préfet de Valenciennes. Je réponds. Alors, le sous-préfet dont vous parlez, c'est le sous-préfet d'il y a... Alors, depuis, il y en a eu 2 nouveaux. Voilà. Donc, moi, je veux bien, mais effectivement, on en avait discuté, puisque, à un moment donné, il était fortement demandé de la part de l'État qu'on mette en place une police municipale intercommunale, sur laquelle je ne m'opposais pas, si ce n'est par rapport à l'armement, d'ailleurs. C'est ce qui posait la plus grande insatisfaction. Suite à ça, et aux différents changements qu'il y a eu au niveau des sous-préfets, effectivement, les choses ont bougé. La possibilité de faire une police intercommunale ne s'est pas présentée à nous. Plutôt que de continuer dans le mécontentement, on a décidé de créer ce service de police municipale qui, je le rappelle, a été adopté à l'unanimité. Alors bon, moi je veux bien qu'aujourd'hui on me reproche de le faire en disant que ça augmente les charges de fonctionnement, mais concrètement c'est à ce moment-là qu'il fallait s'y opposer et pas aujourd'hui dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Donc sur les charges de personnel, je sais effectivement que elles ont augmenté et elles vont augmenter puisqu'on a effectivement cette charge des policiers municipaux qui arrivent en plus. Toutefois, comme je vous l'ai dit dans le débat, on va faire en sorte que les dépenses de fonctionnement soient maîtrisées. Et sur les dépenses de fonctionnement, quand je vous dis qu'on les a augmentées légèrement à 1,04, on essayera et on tentera de suivre la même politique pour 2025. On n'est pas idiot, on sait aussi que effectivement si on ne maîtrise pas notre fonctionnement et nos charges de personnel et nos charges à caractère général, on se rapprochera de l'effet ciseau. Effet ciseau que vous pensez qu'il va effectivement se croiser inévitablement, puisque vous signifiez que nous avons une épargne nette qui devient de plus en plus négative. Alors effectivement, moi je vous reprends le débat d'orientation budgétaire de l'année dernière. Alors si on peut me donner les chiffres, c'est gentil. On les a pas peut-être. L'année dernière, on était dans le même cas de situation. C'est-à-dire que normalement, cette année, on aurait dû avoir un résultat qui s'élevait, je pense, à une trentaine de mille d'euros. 25. Si je me souviens. Combien ? 25 000 euros. Cette année, si on prend les chiffres que nous sort Finance Active dans la prospection, comme on se situe au plus bas et qu'on ne met pas, qu'on prend un budget le plus pessimiste possible, effectivement, l'année dernière, on était au même stade. En 2024, à l'heure d'aujourd'hui, on aurait dû être à 25 000 euros, et je crois qu'en 2025, on était en négatif. Or, cette année, vous le constatez, on est à 511 000 euros. Donc vous voyez bien qu'on a fait l'effort pour que cette épargne nette ne chute pas et que l'effort qu'ont fait les services et qu'ont fait tout le travail réalisé a été de dire qu'avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement, on allait pouvoir conserver une épargne nette. Et c'est sur cette trajectoire que je vous ai indiqué dans le débat d'orientation budgétaire que je voulais qu'on aille. Bon, voilà. Alors après, moi je veux bien... On voit bien que ces dépenses de fonctionnement continuent à monter.
par rapport aux recettes. Donc il y a quand même un déséquilibre à un moment donné qui va se créer. Mais à nous d'aller aussi chercher les recettes qu'il faut pour qu'on puisse ne pas créer ce déséquilibre. Cette année, ça aurait été pareil. Monsieur Zaramba, là, ce que vous me dites... Mais je réponds. Quand vous parlez vous parlez total des recettes réelles de fonctionnement, vous annoncez 9 250 000 euros. Si on enlève l'exceptionnel à hauteur de plus de 600 000 euros, on n'est pas à 9 millions 2, on est à 8 millions 6. Ouais. Ok. Donc vous arrivez à équilibrer avec les 600 000 euros. Bah parce que actuellement, le budget 2025 qu'on projette, on le prend de façon le plus pessimiste possible. C'est pour ça que l'année dernière, on était exactement dans la même situation Oui, mais sauf que qu'aujourd'hui. les recettes, elles ne seront pas dans le temps, il y en aura peut-être plus, je veux dire. Oui, mais notre objectif aussi, c'est de stabiliser la situation dans le temps. Vous l'avez bien compris, en ayant des recettes de fonctionnement qui sont hyper maîtrisées et sur lesquelles on arrivera à dégager une épargne. Voilà. Bon, après, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit dans le débat d'orientation budgétaire. J'entends vos prescriptions. Vous dites qu'il faut qu'on soit prudent, qu'il est nécessaire que l'exécutif soit prudent. Et je l'ai dit également, que nous, dans la conclusion, qu'il fallait qu'on avance, mais qu'on avance prudemment. J'ai dit également qu'on avait encore des marges de manœuvre. Vous savez qu'on a un plan d'investissement, effectivement, qui est très fort. Vous savez aussi qu'on a, et vous l'avez vu dans le PPI, et si vous reprenez les PPI des années précédentes, vous ne pourrez pas dire le contraire, on a lissé certaines opérations, et ça, on prend les PPI des années qui arrivent, et vous le voyez, donc on a pratiqué et appliqué les conseils que vous nous donnez, donc tant mieux. On est au moins sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et donc, on a encore des marges de manœuvre par rapport à ça. Les opérations où il y a des coups tirés, je suis d'accord, on ira jusqu'au bout parce que effectivement, on va pas faire perdre de l'argent aux Fresnois. C'est-à-dire que quand on a des opérations où c'est commencé, où les études sont faites, où les maîtrises d'œuvre sont nommées, etc., ça, on va aller jusqu'au bout. Mais on a encore au PPI un nombre d'opérations où rien n'est lancé encore. Et pourtant, on prévoit de le faire. Et donc, quand rien n'est lancé, on ne perd pas d'argent et on peut arrêter. Et donc, s'il le faut, en fonction de l'évolution du contexte économique en France et au-delà de la France, on est bien au courant de ce qui se passe actuellement. On est bien au courant des annonces qu'a fait le président de la République. Les sous pour réarmer, il va falloir aller les chercher quelque part. C'est évident. Donc, on est conscient de toutes ces réalités-là et on avance prudemment avec ce que vous nous dites, mais on avance quand même. Moi, je ne suis pas pour adopter une position défaitiste. Je veux que ma commune, elle continue et elle poursuive son développement. Je l'ai dit à l'occasion des vœux et je le répète ici à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire. On sera prudent. On essaye de faire en sorte que la commune de Fresnes-sur-Escaut tire son épingle du jeu dans l'ensemble de ces méandres politico-financiers, etc., qui nous attendent. On reste attentive à la moindre information. La meilleure preuve, c'est le FCTVA. Quand on a fait la commission finance, le FCTVA, il était annoncé avec une réduction. Donc on avait anticipé cette réduction-là. À l'heure d'aujourd'hui, il y a une semaine qui s'est passée entre la commission finance et 15 jours, le conseil municipal, on nous annonce une hausse. Donc vous voyez, et on a modifié les chiffres en fonction. Donc vous voyez qu'on est absolument au fait de ce qui se passe au niveau actuellement sur la programmation et la loi de finances. Et donc, on va être prudent, on va y aller. Mais être prudent et continuer, ça ne veut pas dire tout arrêter parce que la France, elle a décidé qu'on arrêtait tout. Non, on peut tenter en étant prudent et en sachant que, de toute façon, on a des marges de manœuvre et qu'on peut encore faire des efforts. Et s'il faut faire des arbitrages, comme le dit me le souffle Madame Villet, nous en ferons. Ces arbitrages, ils se passeront ici, au niveau du conseil municipal. Voilà. Alors, s'il n'y a pas... Est-ce que vous avez des observations, Madame Vanesse ? Pas d'observation, donc s'il n'y a pas d'observation... Pardon. Je oui. peux... Madame Villet. Merci, Madame Muret. Pardon. Est-ce que vous
ayez l'amabilité de fournir votre note pour nos collègues techniciens de manière à ce que ça simplifie le compte-rendu qui suivra le conseil municipal, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. Bon, donc la première délibération, elle porte sur le débat d'orientation budgétaire. Elle ne porte pas sur le fond du débat d'orientation budgétaire, elle porte sur la forme et elle acte le fait qu'il y a eu un débat. Qui est contre ? On ne vote pas, on vote le fait qu'on a fait un débat. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va passer aux délibérations suivantes et je vais pouvoir boire un petit coup, essouffler, parce que je vais laisser la parole à Monsieur Bardi pour pas mal de délibérations concernant les associations. Merci Madame le maire. Donc il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association FREN 1720 dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 300 € pour l'organisation de la pièce de théâtre sur la découverte du charbon du 1er février 2025. Des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association la Compagnie des Archers Fresnois dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 1 000 € pour l'organisation d'un tournoi international de tir à l'arc les 15 et 16 mars 2025. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On va laisser un tout petit peu de temps à Madame Magnier pour remplir son papier. Avant de passer à la prochaine. Alors, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association Académie de théâtre amateur dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 1 000 € pour l'organisation du festival de théâtre amateur Frénésie-sur-Seine les 16, 17 et 18 mai 2025. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association Tipoar dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 400 € pour l'organisation de la fête des imprimeurs le 10 mai 2025. Madame Marie-Thérèse Magnier ne participe pas au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association Bioterre Tous dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 1 000 € pour l'organisation de la fête des récoltes programmée le 27 septembre 2025 ainsi que d'autres manifestations. Madame Magali Potel ne participe pas au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est bon, Madame Magnier ? Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l'association de Muay Thai dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 800 € pour la remise des gants le 18 mai 2025. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On va laisser Marie-Thérèse terminer. Et on arrive à la délibération numéro 8. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association Scout de Fresnes-sur-Escaut dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 1 000 € pour l'organisation des 90 ans des Scouts de France le 24 et 25 mai 2025 et je pense que M. Jean-Yves Sibyl ne prendra pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc la délibération numéro 9, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association Tennis de table Ernie Fresnes-sur-Escaut dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 1 000 € pour l'organisation d'un tournoi homologué nationalement les 3 et 4 mai 2025. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il est demandé donc la délibération numéro 10, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la demande déposée par l'association Marche Nature Fresnoise dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 600 € pour la fête des 10 ans du quartier. Je pense que Madame Anne-Marie Delcroix ne prend pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ceci vient clôturer toute une série de délibérations pour le soutien à nos associations.
Cela nous laisse de nombreuses manifestations en perspective d'ici le mois de septembre. Donc je vous invite toutes et tous à y participer. Voilà, merci Monsieur Bardy pour cette présentation. Je vais m'atteler à la délibération numéro 11 s'agissant de la programmation de la taxe foncière sur le patrimoine bâti, la TFPB 2025. Il y a 2 délibérations, une qui concerne le bailleur SIGH, une qui concerne le bailleur Partenaire Habitat. Avant de céder la parole à Madame Clémence Granger, merci, qui va nous expliquer les différentes actions qui vont être entreprises par ces 2 bailleurs. Je vais resituer le cadre de la taxe foncière sur le patrimoine bâti. Les organismes HLM cherchent à assurer une égale qualité de service dans l'ensemble de leur patrimoine et dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, nous en avons 2 sur notre commune. Cet objectif nécessite la mobilisation de leurs moyens complémentaires adaptés à la diversité des situations. L'abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, institué par la loi de finances 2015, permet donc aux organismes HLM de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers, qu'ils ne seraient pas en mesure d'absorber et qui pèseraient trop lourdement sur les charges des locataires. En contrepartie de cet abattement, les bailleurs doivent fixer pour leur patrimoine et pour leurs locataires, un programme d'action en lien avec les démarches de gestion urbaine de proximité. C'est donc ces 2 programmes que va vous présenter Clémence, et donc je lui laisse la parole pour présenter les 2 programmes, et ensuite nous reviendrons pour acter la délibération avec SIGH et la délibération avec Partenaire. Je te laisse la parole, Clémence. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter donc en premier lieu la programmation de SIGH. Donc le montant annuel de l'abattement accordé pour le bailleur SIGH s'élève à 29 774 €. Lors de la réunion de préparation de la programmation réunissant le bailleur, les techniciens et les élus, nous avons veillé à respecter bien évidemment les objectifs prévus dans les conventions d'utilisation de la TFPB signées entre l'État, la ville, la CAVM et SIGH. Avec l'actualisation du périmètre des QPV, SIGH intègre désormais la cité Cachin dans son patrimoine bénéficiant de la TFPB. Ainsi, un chantier d'insertion a été fléché sur cette résidence. En effet, des dégradations ayant été constatées dans les parties communes, des travaux de remise en état sont nécessaires. Ceux-ci seront réalisés dans le cadre d'un chantier d'insertion suivi d'une sécurisation de l'accès à la cave. Cette action bénéficiera d'un financement de 12 000 € via la TFPB. Dans le domaine du développement social, il a été décidé de mettre en place une initiative en faveur de l'emploi intitulée Tremplin d'avenir. Ce programme vise à favoriser le retour à l'emploi des locataires SIGH en collaboration avec les acteurs locaux du secteur, par exemple FAS, France Travail, Mission Locale, CCAS, Centre Social. Il pourra s'agir par exemple de job dating, des ateliers avec les habitants, etc. Ainsi, la TFPB contribuera ici à hauteur de 4 000 €. Ensuite, un soutien a été prévu pour encourager les initiatives de vivre ensemble et d'implication citoyenne en partenariat avec les opérateurs de terrain, centres sociaux, services jeunesse, associations. Un budget participatif sera mis en place afin d'accompagner les dynamiques habitants tels que des chantiers participatifs. Cela pourrait par exemple concerner le terrain transitoire qui se trouve au sein de la cité Ballanger. Ainsi, cette action sera financée à hauteur de 6 000 €. Par ailleurs, le bailleur soutiendra le CCAS dans le cadre de son projet politique de la ville avec son projet donc agissant avec l'archipel nourricier avec un financement de 3 000 €. Une autre action sera menée en faveur de la sensibilisation au développement durable auprès de 2 classes de CM1, CM2 de l'école Daniel Ferry. L'initiative Choisis ta planète permettra aux élèves de découvrir les enjeux du développement durable à travers des interventions en classe et des outils pédagogiques. Cette action sera financée par la TFPB à hauteur de 1 900 €.
Ensuite, le bailleur apportera également son soutien au projet politique de la ville porté par le Musée vivant des enfants, intitulé « Soutenir la réussite éducative et la parentalité par la pratique culturelle ». La TFPB interviendra sur ce projet à hauteur de 2 000 €. Et enfin, dans le cadre des actions visant à améliorer le cadre de vie, une journée de désencombrement sera organisée sur le quartier Ballanger. Cette initiative sera financée par la TFPB à hauteur de 2 000 €. Voilà pour la programmation SIGH. Merci Clémence. Donc du coup, pour la programmation SIGH, la délibération numéro 11. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les actions des années précédentes? Parce que Là tout de suite, non, mais on peut vous les on peut vous les fournir, on a les mêmes tableaux sur on a l'année 2025 et on voit qu'il y a un reliquat à 0 en 2024, mais on n'a pas les actions, si c'est possible. Alors elles sont cherchées et puis on les a, donc on a aussi les bilans. Pardon? D'accord, ok. Si, c'est obligatoire de passer en conseil municipal. Oui, merci. Il y a les bilans également aussi que les bailleurs réalisent chaque année, donc si jamais j'ai le bilan 2024. Voilà, on va pas. J'ai mis aux voix ou pas? Ah pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe donc au bailleur Partenaire Habitat, sachant que là, il s'agit d'une nouvelle convention. Je te laisse expliquer. Effectivement, donc à partir de cette année, Partenaire Habitat bénéficie de l'abattement TFPB pour son patrimoine situé en QPV, donc la cité soute ancienne, en entrée de ville. Auparavant, il n'en bénéficiait pas en raison notamment des exonérations liées à la réhabilitation du site. En effet, ce dernier compte 20 logements, accueillant un total de 38 habitants et appartenait autrefois à Maison et Cité avant d'être racheté par Partenaire en 2007. Le montant annuel de cet abattement s'élève à 4 662 €. À l'instar du bailleur SIGH, nous avons également veillé à respecter les objectifs définis dans les conventions d'utilisation de la TFPB. Dans ce cadre, il a été décidé de concentrer les actions sur l'animation, le lien social et l'amélioration du cadre de vie, notamment à travers des chantiers jeunes, des projets d'insertion et d'auto-réhabilitation. La TFPB interviendra ainsi à hauteur de 1 000 € sur cette action. Toujours dans cette dynamique, une campagne de rénovation des bâtiments de France sera menée sous la forme d'un chantier école dédié à la réfection des peintures des portes et des volets. Cette action bénéficiera d'un financement de 3 000 €. Enfin, un accompagnement social spécifique sera mis en place pour les familles en situation de grande précarité, confrontées à diverses difficultés, notamment en matière d'appropriation du logement et de respect des règles de vie collective. L'objectif est de les aider à mieux gérer leur logement, à respecter les clauses du bail, ainsi que les obligations du règlement intérieur, entretien du logement, paiement de loyer, etc. Cet accompagnement, assuré par l'association d'économie sociale dans le cadre du réseau associatif de Partenaire Habitat, repose sur un suivi personnalisé et pluridisciplinaire. Une évaluation préalable est réalisée par un travailleur social mandaté afin d'adapter les actions aux besoins des familles. Ainsi, le montant de la TFPB sur cette action est à hauteur de 700 €. Voilà. Ok, merci Clémence. Donc pour celui-ci, il n'y aura pas les années précédentes, puisque vous l'avez compris, c'est un nouveau. Je mets aux voix. Ok, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe... En tout cas, merci pour cette présentation qui était claire et bien précise. Ouais. Je tenais à le souligner quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, rapide, c'est bien. Synthétique. Je vous propose de poursuivre avec la délibération numéro 13, une délibération visant la création d'un service des objets trouvés. Le conseil municipal est compétent pour créer un service public facultatif et d'en organiser le fonctionnement. Donc le service des objets trouvés a pour mission principale de recueillir les effets oubliés ou égarés sur le domaine public, d'en identifier les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à la remise de ces derniers. Il s'agit d'un service public de proximité qui vise à répondre à un intérêt public local. Les modalités de dépôt, de garde, de restitution ou de transfert de propriété à l'autorité compétente sont déterminées par arrêté. Donc la présente délibération a pour objet de définir le fonctionnement du dit service. Il est créé donc un service public des objets trouvés au sein de la commune qui sera géré par la police municipale. Il s'agit d'un service public administratif géré en régie directe par le service
de la police municipale, je me répète. Voilà. Aucune redevance pour le service public n'est instituée. Voilà. Il s'agit donc d'acter la création de ce service et de m'autoriser à procéder à la création et de confier la gestion à la police municipale. Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et pour les 2 dernières délibérations, je passe la parole à Madame Villet. Merci Madame le maire. Donc le projet de délibération numéro 14 concerne la création d'un emploi permanent de rédacteur principal 2e classe. Nous vous proposons donc la création d'un emploi permanent, comme je viens de vous le citer, et la modification du tableau des emplois à compter du 1er avril 2025. Nous vous proposons donc de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet au grade de rédacteur principal 2e classe relevant de la catégorie hiérarchique B du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à raison de 35 heures. Et nous vous précisons que le poste sera pourvu au titre de la promotion interne. Ah oui. Pardon, bien entendu, les techniciens me soufflent à juste titre. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est suite à la réussite d'un examen professionnel. Donc on félicitera l'agent pour cet examen. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et enfin, la numéro 15, on rappelle donc que les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. On rappelle que les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, que les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel. Le stagiaire se verra confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvé par la collectivité, que cet accueil de stagiaires nécessitera une convention de stage qui déterminera les modalités d'accueil et notamment les droits et obligations des parties, et que le versement d'une gratification minimale sera versé dès lors où la durée du stage sera supérieure à 2 mois consécutifs. Ceci exposé, nous vous demandons de valider donc l'accueil d'une étudiante en Master 2 Humanité numérique, expérience design en qualité de stagiaire au service numérique à compter du 17 mars et ce jusqu'au 31 juillet sur la base d'une durée effective au total de 690 heures et de nous autoriser au versement d'une gratification à hauteur de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Merci Madame Villet. Y a-t-il des observations? Très bien. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà qui clôture notre conseil municipal. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous. Si c'est possible, Madame le maire, il y avait une question diverse, si c'est possible de la poser. Je vous en prie. Alors voilà, depuis plus de 6 mois, nous vous demandons d'intervenir auprès du conseil départemental au sujet de la voie verte des Gaules Noires, dit ancien cavalier. À ce jour, rien n'a été entrepris. Cela nous étonne étant donné que vous êtes suppléant conseiller départemental. Ce qui nous dit que vous pourriez... Pardon? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Alors, vous êtes conseiller départemental. Alors, je ne suis Suppléant. pas conseillère départementale. Suppléant. C'est bien ça? Oui. Alors maintenant, je ne sais plus où j'étais. Alors, ce qui nous dit que vous pourriez intervenir pour la sécurité des administrés qui utilisent cette voie à pied, en poussette ou on a déjà vu aussi en quad. Alors cette voie de 29 km fait partie d'un développement de la valorisation de la trame verte et bleue sur le territoire de Valenciennes Métropole, où vous êtes vice-présidente. D'innombrables personnes utilisent cette voie tous les jours sur notre commune qui pose un risque avéré d'avoir à tout instant un accident.
Nous vous demandons d'intervenir pour ce sujet afin d'en clôturer avant qu'il y ait un accident et par la même occasion de nous dire sur l'avancée du sujet. Nous vous remercions par avance. Ok, alors d'abord je vous remercie de citer toutes mes qualités et toutes mes casquettes. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, donc ça fait du bien. Je voudrais quand même vous répondre que ma qualité de vice-présidente à Valenciennes Métropole ne peut pas agir sur mon intervention au niveau du département. Ça, c'est une première chose. Je voudrais aussi signaler que quand vous dites que nous n'avons rien fait, vous remettez directement en cause les services, puisque effectivement, quand le maire intervient, ce sont les services qui sollicitent, etc. Et je ne pense pas que vous ayez eu l'occasion de vérifier par A plus B que je n'ai rien fait à ce sujet-là, auquel cas il faudrait plutôt interroger la directrice de l'aménagement, qui ne serait pas très contente de savoir qu'on dit qu'elle ne fait pas son travail. Ceci étant, les services du département ont été interpellés par rapport à la voie des gueules noires. On nous a donné une réponse en disant que les portions les plus abîmées, et notamment celles en face de la Maison Bleue, devaient être revues à l'occasion de la rénovation du Cavalier chemin Perouet qui doit se faire en 2025-2026, mais qu'on ferait un effort en 2024 pour faire les endroits les plus dangereux. Ça n'a pas été respecté par le département et je le déplore. À l'heure d'aujourd'hui, je suis bien dans la capacité de vous dire si le président du département a fait un choix financier pour réhabiliter le chemin des Gueules Noires. Au vu des dispositions qui sont prises en ce moment par le président du département pour sabrer sa mission première, qui est quand même avant tout l'action sociale, je doute que nous soyons dans un schéma où la rénovation complète du chemin du Cavalier des Gueules Noires soit prise en charge. Ceci étant, nous ne manquerons pas donc de faire un courrier tout à fait officiel, puisque je ne vais pas sortir les mails de l'ensemble des services, au président du département que nous vous présenterons au prochain conseil municipal, tu vois, du coup je mélange mes casquettes, que nous vous présenterons au prochain conseil municipal et qui fera preuve, si vous le souhaitez toutefois, du fait que nous soyons intervenus. Voilà. Je peux rebondir, Madame le maire. Attendez, Madame Villet demande la... n'incriminez pas le personnel de la commune, Monsieur Gajeski, de vous demander d'intervenir auprès du président du département. Mais ça a été fait via le personnel de la commune, mais ça a été fait. Madame Villet. Oui, je voulais quand même juste préciser, hein, c'est peut-être logique pour tous, mais elle fait peut-être certes 29 km, ce que je n'ai pas vérifié, mais nous ça représente 3-4 km et ça reste malgré tout, malgré ce qu'on subit tous, habitants comme nous sommes également des habitants, mais ça représente 3-4 km. Et alors, c'est effectivement dramatique ce constat, mais pour autant, ça reste une compétence départementale. Et si on allait à faire ces interventions, il y aura forcément de nouveau un impact sur le budget qui risquerait ensuite de nous être reproché. Je crois que vous nous aviez dit que vous alliez rubaliser pour qu'il n'y ait plus de personnes qui y passent, justement. Vu la danger de la dernière fois. On peut mettre un rubalise, mais de toute façon, ça va pas... à ce moment-là, si on met le rubalisme sur l'endroit dangereux, on coupe la voie. Donc, on va pas couper la voie pour les coureurs, les VTT, etc. Alors après, bon, on peut effectivement mettre un panneau de signalisation, attention, mais vous le savez comme moi, ça risque de ne pas tenir très longtemps. Et je rebondis aussi sur la partie des quads. Je l'ai signalé à un habitant qui m'a sollicité via un mail de la mairie, mais les services de la police nationale mettent en place régulièrement, alors Raymond n'est pas là, il pourrait peut-être nous donner plus d'informations, mais mettent en place régulièrement des actions anti-rodéo avec l'hélicoptère, etc. Elles sont au nombre pour l'instant de 3 ou 4 fois
l'année, ce qui est certes insuffisant, mais ce qui est déjà un bon début. Avant, on n'en avait pas du tout. Et donc, on maintient notre vigilance avec la police nationale sur les rodéos au niveau du chemin des Gueules Noires. Voilà. Et quand même, pour ne pas accabler outre mesure le département, je signale que l'entretien de toute la verdure aux abords du chemin a été totalement fait durant l'année 2024. Je comprends pas la question de Madame Villet. Vous dites que ça va venir impacter le budget de la commune. Bah non. C'était une boutade, Fabrice. Ah oui, parce que c'est le département qui gère, il faut le rappeler Non, quand mais même. si on fait les travaux en lieu et place du département. Oui, mais après, vous, Non, mais c'était ça. derrière, vous refacturez, il n'y a pas de souci. Mais c'était Ah ça. si, il y a des soucis. Parce que je refacture et eux, ils ne versent pas. Vous inquiétez pas. Quand on voit que le département fait des restrictions budgétaires sur tout, quand même, et sur des missions qui sont importantes et essentielles. Très bien. S'il n'y a plus d'observations, je clôture ce conseil municipal. Merci beaucoup. Merci.